Regarde, alors aujourd'hui c'est pas comme d'habitude, c'est un cadeau. Mais un vrai cadeau que je pense ça va vous accompagner toute votre vie. C'est une histoire exceptionnelle, d'un homme exceptionnel. Et ça c'est l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, on va simplement voir si on comprend de quoi il s'agit. Si on est dans cette salle, et la salle il est totalement obscure, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord avec vous? Après, laisse-moi t'interpréter. L'obscurité, il t'a donné la motivation pour chercher la lumière. Qu'est-ce qu'on pense de l'explication? Ça nous donne un effort à faire, une contribution pour... Ça veut dire le noir, c'est pas pour dire je suis dans le noir, ça veut dire que maintenant je suis motivé de chercher la lumière. Alors ça c'est l'optique dans laquelle je vois l'étude de la période la plus noire de notre histoire. Autrement dit, on va dans le noir pour chercher la lumière. La grande part des livres de l'histoire parlent du noir et des fois ils ne recherchent pas la lumière. Nous on va essayer d'examiner cette idée-là selon l'histoire qu'on va voir. Mais l'idée, en deux mots, peut-être que tort, c'est que quand on va dans l'obscurité, on cherche la lumière. Et quand on va dans l'obscurité, on ne cherche pas la lumière. Alors on reste dans le noir. Et quand on reste dans le noir, on reste dans le... on ne comprend rien. Alors ça c'est l'histoire de lumière qu'on va faire par les nombres de lumière. Aujourd'hui il va nous partager son cadeau. Le cadeau de Raoul Wallenberg. C'est le nom de la personne de laquelle il s'agit, qui nous donne ce cadeau aujourd'hui. Raoul Wallenberg, ça c'est son nom. Vous avez entendu parler de son nom? Vous avez entendu? Non, jamais. Ah, ok, bien on commence. Raoul Wallenberg c'était l'officier dans l'armée suédoise, la marine suédoise. À l'âge de 22 ans, il se marie avec une femme qu'il aime beaucoup. Malheureusement, après un an, il va devenir malade et les médecins vont dire à sa femme que ses jours sont comptés car il a touché le cancer. Elle rentre dans la salle, les larmes aux yeux. Raoul, mais guéris-toi, tu as 24 ans, après on s'est mariés. Madge, je sais que je vais mourir. Par contre, j'ai quelque chose qui me console. Qu'est-ce qui peut consoler un homme de 24 ans qui a à peine commencé sa vie, qui vient de se marier? Sa femme est enceinte, ses enfants. Il met sa main sur sa ventre et lui dit « Je serais tellement content si notre fils, si notre enfant, il grandira à être un homme avec un bon cœur. » Elle lui répond « Ça sera ma cadeau vis-à-vis toi. Je ferai tout mon possible. » En mai 1912, Raoul Wallenberg il est décédé. 3 mois plus tard, un enfant il est né. On l'appellera Raoul, après son père, après mon mari, dit sa femme. Raoul va grandir d'être un garçon très sensible. À la fin de ses études, il va aller à Michigan aux États-Unis pour étudier l'architecture. Et en revenant en Suède, son grand-père va lui prendre en main. Raoul, j'ai des grands plans pour vous. Tu sais, moi je voudrais que tu rentres dans l'affaire de la famille, de la banque. Mais avant ça, je voudrais que tu deviennes citoyen du monde. Autrement dit, j'aimerais que tu connais des autres peuples, des autres cultures. J'ai un copain à Haïfa en Palestine. Il a une banque. Qu'est-ce que tu en penses? Tu voyages là pendant 6-7 mois. Tu travailles dans la banque, tu gagnes un peu d'expérience et en plus, tu habiteras chez une famille juive. Raoul, il arrive en 1936 en Eretz Israël et il habite à Haïfa chez une famille juive. Et il travaille dans la banque. Un jour, la femme de la maison lui dit « Mais Raoul, tu sais, il y a un bateau qui arrive d'Allemagne. Il est plus impossible qu'il y aura des réfugiés qui ont besoin d'un endroit de poser leurs affaires. Et tu ne seras pas seul dans la chambre ce soir. Qu'il soit le bienvenu, qui que ce soit. »
Raoul revient ce soir-là, et il y a un garçon qui s'appelle Ariel, là-bas avec lui dans la chambre, qui vient d'arriver de l'Allemagne. Et entre eux commence une discussion de l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai entendu tellement d'histoires. Mais Raoul, tu sais pas, on ne nous laisse pas vivre. C'est impossible d'être juif en Allemagne. On nous jette du travail, on nous humilie. Raoul écoute les détails de ce qui se passe aux juifs en 1936 en Allemagne. Et après d'avoir étudié tous ces détails, il lui demande une question. Mais tes voisins, tes amis, ils t'aident pas? Mais c'est fini cette époque. On s'en fout des juifs aujourd'hui. Ou on nous déteste. Raoul ne peut pas écouter cette réponse. On s'en fout des juifs. Ce sont des êtres humains comme moi et comme toi. Je veux les aider. Il écrit une lettre à son grand-père. Je ne sais pas si je veux être un banquier, je veux aider ces gens-là. Raoul commence à préparer son âme à la tâche de sa vie. Quand il revient en Suède, une jeune fille de 18 ans, Vivka Lindfors, raconte. Je sortis avec lui à un date. Tu sais, un date, on rigole, on se connaît. Tous les dates, il m'a cassé la tête. Il parlait que des souffrances des juifs. Comme c'est sa souffrance personnelle. Je pensais à l'époque qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Un jeune Suédois, je sors avec une jeune fille suédoise. Au lieu de quoi il parle? Que de ça. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Seulement des années plus tard, quand j'ai entendu qu'est-ce qu'il a fait, j'ai compris combien lui il était vrai et moi à l'époque j'étais jeune et superficiel. On raccourcit l'histoire. Janvier 1944, Washington. Un jeune avocat dans le ministère de trésorier américain, il écrit un dossier. The acquiescence of this government in the murder of the Jews. L'acceptation de ce gouvernement dans le massacre des Juifs. Autrement dit, il va chez son boss, Henry Morgenthau, le ministre des Affaires financières dans le gouvernement américain, et lui dit, si tu vas pas chez le président, et tu lui donnes ce dossier, et tu lui exiges des actes de sauvetage, et maintenant, j'irai avec ce dossier à la presse, je démissionnerai de ma poste, et je dévoilerai exactement comment le Machleket Amdina, le secrétaire de l'État, il bloque toutes les possibilités de sauver les Juifs, et il nous bloque les renseignements sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Avec beaucoup de retard, Andy Morgenthau, il vient à la Maison Blanche et il parle avec le président Roosevelt. À la suite de cette discussion d'yeux, il y a une décision de créer un comité de réfugiés. Dans le cadre de ce comité-là, un homme de l'OSS qui précédait le CIA va voyager en Suède pour chercher un homme qui sera prêt de se porter volontaire pour voyager à Budapest pour sauver quelques juifs vers la fin de la guerre. Et ici notre histoire commence. Raoul Wallenberg se porte volontaire et il se fait interviewer par Ivor Olson, l'ambassadeur Johnson, l'ambassadeur américain, et le rabbin Aaron Price. Et ils ont beaucoup de doutes à son égard. Wallenberg, c'est jeune, non? 31, sans expérience véritable. Pourquoi penses-tu que tu pourras faire ce tâche-là? Mais c'est très simple. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Je vous ai marqué mes conditions. Vous acceptez mes conditions, je voyage. Tes conditions, Wallenberg, de quoi il s'agit? Quoi? Tu veux voyager, faire qu'est-ce que tu veux dans ta tête, sans demander permission? Tu veux payer des pots de vin? Tu veux menacer les personnes? Tu veux loger les Juifs dans l'ambassade suédoise? Et tu répètes, tu ne demanderas pas la permission pour tes actes de sauvetage? Wallenberg, dis-moi, tu connais beaucoup de diplomates comme ça? Qui voyagent, ils font qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, sans demander permission? Tu connais beaucoup comme ça? Vous n'avez pas compris encore? Vous n'avez pas encore compris? On ne peut pas jouer selon les règles. Si je vais commencer à jouer selon les règles, il n'y aura pas qui sauver. Mais qui c'est cet homme-là? D'où il vient? Il parle avec un langage qu'on ne connaît pas. Un peu de background. Erev Pessah, la veille de Pessah 1944, le camp d'Auschwitz. 2 officiers de l'SS sont en train de participer à une blague, partager une blague. Une vraie histoire.
En France, tu sais, bientôt on aura beaucoup de salami de l'Hongrois, hein? Et moi j'aime beaucoup cette nourriture-là. Moi aussi. Deux juifs, Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Rappelez-vous de ces noms-là. Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Ils écoutent deux officiers en train de partager un blague. Et eux, ils comprennent le fond de ce blague. Ils comprennent la signification de cette blague. Et ils parlent entre eux. Alfred, tu as compris, hein? Ils vont ramener les juifs de l'Hongrois. Ils savent très bien que les juifs qui montent le train, ils amènent avec eux la nourriture qu'ils aiment. Ils savent très bien que les juifs qui vont monter le train de l'Hongrois, ils vont amener le naknik. Tu te rappelles quand nous on a monté le train, on ne savait pas où on allait. Et maintenant, ils vont amener la dernière million d'Hongrois. Et eux aussi, ils ne vont pas savoir où ils vont. Deux juifs à Auschwitz, prisonniers, savent que leurs frères vont arriver de l'Hongrois à Auschwitz sur le train. Et ils ne vont pas savoir quelle est la destination. Seulement si eux ils fassent un acte de sauvetage. Deux juifs prisonniers à Auschwitz ne se disent pas « Nous, on est impuissants d'aider nos frères, on est nous-mêmes à Auschwitz. » Le monde qui était libre, il dit « On est impuissants. » Eux, ils sont prisonniers à Auschwitz. Et ils disent « Nous sommes puissants. Nous, on peut sauver nos frères. » Et ces deux juifs-là, ils se cachent dans un trou spécial à Auschwitz. Il met un spécial matériel sur ce trou que quand les chiens ils viennent pour les chercher, on ne sait pas qu'ils sont dans ce trou-là. Pendant 3 jours et 3 nuits, on les cherche partout. Les SS, il est devenu fou. Après 3 jours et 3 nuits, quand les SS pensent qu'ils ont déjà sorti d'Auschwitz, là ils font l'escapade. Ils arrivent en Slovaquie. Et là-bas, ils vont rencontrer la communauté juive. Ils vont mettre Rudolf dans une chambre, Alfred dans une autre. Ils vont les questionner pendant 3 jours. Qu'est-ce que Rudolf dit? Alfred dit. Qu'est-ce que Alfred dit? Rudolf dit. Autrement dit, ils disent la vérité. Ils vont écrire un dossier, 32 pages, les protocoles d'Auschwitz. Et ils vont supplier, disent aux Juifs d'Hongrois de ne pas monter le train. Qu'est-ce qui ne peut pas être clair dans ce message? Et voilà, 3 semaines plus tard, 437 000 Juifs de la banlieue hongroise, ils montent le train sans avoir été avertis d'une manière officielle. Rudolf Werba, il va écrire un livre. Je ne pourrai jamais pardonner. Son livre, à l'époque, n'a pas été même publié en Israël. Tout le monde ne voulait pas savoir. Et lui, il était en colère avec toute l'administration juive, sioniste de l'époque, qui avait le dossier en main, qui avait les moyens de prévenir, qui voyait les Juifs jour au jour et ne les a pas prévenus. Pourquoi? Un Juif qui a monté le train, qui se demande cette question depuis ce jour et jusqu'aujourd'hui, c'était un jeune garçon. Maintenant, c'est un grand écrivain, Elie Wiesel. Il venait de la village de Siget et il raconte: avant d'aller au train, j'allais tous les jours à la synagogue. Et là, je voyais le Shamash Moïse. À l'époque, il m'avait enseigné la Torah. Mais maintenant, je le voyais tous les jours en train de pleurer. Mais pourquoi, mon chéri? Arrête. Comment je peux arrêter, Elie? Dis-moi comment. Comment je peux arrêter? Moi, on m'a amené il y a 1 an et demi à un endroit, on a creusé un trou, on nous a tiré dessus, on a tombé dedans. Moi, tellement j'avais peur, j'ai tombé dans le trou avant que la balle me fait plus mal que me blesse légèrement. Qu'est-ce qui m'a donné la force de revenir ici? De faire tout ce chemin, si c'est pas pour vous avertir. Et là, je viens vous avertir, et vous pensez que je suis fou. Et qu'est-ce que je vais faire si je pleure pas? Qu'est-ce que je peux faire? Elie Wiesel ne pardonne pas au monde, ni à la direction du judaïsme mondial, de les pas avoir avertis et de leur laisser penser que Moïse était un fou. Quand il arrive à Auschwitz, il dévoilera la raison pour laquelle on ne les a pas avertis.
Là, à la sélection, il va être séparé de sa mère et ses deux sœurs. Et il va aller avec son père. Peu à peu, son père il devient de plus en plus faible. Et il raconte d'une manière déchirante comment il essaye de donner un peu de nourriture à son père vers la fin. Et voilà le responsable du bâtiment à Auschwitz. C'était un juif qui lui dit: mais dis-moi, tu es fou? Dis-moi, tu sais où tu es? Tu es à Auschwitz. Tu sais que c'est Auschwitz. Ici, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de famille. Tu es pour toi-même, hein? Oublie ton père. Il n'y a pas de famille ici. Les nazis, Elie Wiesel décrit dans son livre, d'une manière le plus déchirante possible, l'obscurité au sein de l'obscurité. Comment le but des nazis, c'est pas simplement de massacrer les juifs, mais avant le massacre, que les juifs ne se considèrent plus frères. Bob Dylan, il écrivait dans les années 60. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Combien des fois, non? Peut faire tourner son visage et faire semblant qu'il ne voit pas. How many ears must one man have in order to hear people cry? Combien des oreilles l'homme il a besoin afin de pouvoir écouter les larmes des autres? The answer, my friends, is blowing in the winds. La réponse, mes amis, ça vole dans le vent. C'est quoi la réponse qui vole dans le vent? Qui te permet d'écouter les larmes 3000 km d'ici. Elle ne te permet pas d'écouter les larmes dans la salle à côté. C'est quoi la réponse que Raoul Wallenberg savait? Moi j'ai besoin de la permission pour sauver ma famille. Wallenberg? Ta famille? Pourquoi tu les appelles ta famille? Tu n'es pas juif, Wallenberg? Disons que mon arrière-arrière-grand-père était juif. Je me considère moitié juif. Mais la véritable raison, c'est pas ça. La véritable raison, c'est que j'ai lu 2 fois son livre. 2 fois, je l'ai lu. Quel livre, Wallenberg? Son livre. Le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. Pourquoi un homme, il lira un livre de noir, d'obscurité? À quel but? Qu'est-ce qu'il écrit dans son livre? Qu'il est en train de servir l'humanité quand il va résoudre le problème juif? Si lui il est en train de servir l'humanité en résoudant le problème juif, et nous on ne considère pas les juifs comme notre famille, alors c'est comme s'il avait raison. Vous n'avez jamais entendu une explication pareille d'Adolf Hitler? Tous les historiens, tout ce qu'ils savent dire, c'est que Hitler il haïssait, que Hitler il détestait, que Hitler c'était un homme d'aile. C'est tout ce qu'ils savent dire. Mais ça c'est pas la profondeur d'Adolf Hitler. Wallenberg il a compris qu'Hitler il a dit autre chose. Il a dit: moi j'haïs. Est-ce que toi tu aimes? Il a compris Hitler profondément. Il est rentré dans le noir. 2 fois il a lu son livre. Pourquoi un homme il lirait 1 fois son livre? Afin de comprendre que le noir, l'obscurité, lui donne le défi. Est-ce que toi tu as de la lumière? Wallenberg arrive à Budapest en juillet 1944. Il est reçu là-bas par Danielsson, l'ambassadeur de la Suède. Wallenberg, comment était ton voyage? Tu sais, il y a beaucoup de travail qui t'attend là. Dis-moi, comment tu vas agir pour sauver les juifs là? Tu as un plan peut-être? Pas exact. Mais disons que je suis venu avec mon arme secrète. Wallenberg. Intéressant ça. Et c'est quoi ton arme secrète si je peux vous demander? Rien de dramatique, hein? Simplement mon imagination. Ton imagination, Wallenberg. Tu sais, Wallenberg, je veux pas te décevoir là, mais disons que il y a 3 hommes ici à Budapest qui vont vous représenter des défis véritables. Le premier, c'est le colonel Ferenczi.
responsable de la police. Jusqu'à hier, il a envoyé 437 000 juifs de la banlieue à Auschwitz. Le deuxième, Ferenc Selassie, le commandant des Croix Fléchées, les nazis hongrois. Ils ne sont pas encore au pouvoir, ceux-là. Mais ils font beaucoup de malheur pour les juifs. Et le troisième, vous le connaissez bien. Vous avez entendu bien parler de lui. Le colonel Adolf Eichmann, commandant de l'SS. Il a un cœur de pierre, Wallenberg. Un passion pour massacrer les juifs. Et toi, tu es venu ici avec quoi? Tu as dit ton arme secrète, ton imagination? Wallenberg, reviens sur terre. Soyez le bienvenu à Budapest. Et Budapest, c'est simplement un chemin, un court chemin à l'enfer. Tu sais quoi, Danielson? Je t'écoute bien, mais je pense qu'on peut voir ça d'un autre angle, d'une autre façon. Une autre façon. Wallenberg, de quoi parles-tu? Tu sais, quand je suis arrivé à Budapest, j'ai passé une des trains, j'ai regardé les personnes dans le visage, et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils ressentent, ces personnes qui montent le train? Qu'est-ce qu'ils ressentent, Wallenberg? Mais qui rapport? Non, sois avec moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils montent le train? Wallenberg demande la question la plus importante qui aurait dû être demandée à l'époque. Qu'est-ce qu'il ressent un juif quand il monte le train? Vraiment, je ne sais pas où on va venir là. Écoute-moi, Danielson. Qu'est-ce que toi tu aurais ressenti si tu montais le train? Qu'est-ce que moi j'aurais ressenti si moi je montais le train? Qu'est-ce qu'on aurait ressenti à votre avis? Tu montes le train, entouré de la haine. Qu'est-ce que tu vas ressentir? La peur. Abandonné. La peur et l'abandonnement. Autrement dit, si moi je monte le train et je suis entouré de la haine, à qui je pense? À qui penses-tu quand tu montes le train et tu es entouré par la haine? Quand toi tu es rentré dans la salle qui était obscure, qu'est-ce que tu as fait? J'ai allumé la lumière. Et si maintenant tu es entouré de haine, à qui penses-tu? Ceux qui t'aiment. Ah, ceux Aux gens que t'aimes. Aux gens que tu aimes. Tu penses à la famille, tu penses à la personne que tu aimes. Viens, on imagine maintenant, je monte le train. Viens, j'imagine la discussion que j'ai avec moi-même. Quelque chose comme, où es-tu mon frère? Pourquoi tu ne viens pas me sauver, mon frère? Ça veut dire, quand je suis dans les mains de celui qui me déteste, je veux que mon frère vienne me sauver. C'est pas ça où je vais penser. Je vais pas dire, ah, le nazi c'est un mauvais du matin au soir, ça va m'aider quelque chose. Automatiquement, je suis dans le noir, je cherche la lumière, je suis entouré par la haine, je pense à quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui va me sauver. À ça je pense. Non? La lumière. Wallenberg, il ose imaginer qu'est-ce qu'il aurait ressenti à leur place. Et maintenant, au lieu que son frère vienne le sauver, un nazi vient, il ferme la porte, il est maudit pour une dernière fois, et le train commence à aller. Et personne n'est venu me sauver. Maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? Trahison. Trahison. Il ressent que personne l'aime, personne ne veut le sauver. Il est tout à fait abandonné. Ah, monsieur l'historien, comment vas-tu? Tu te rappelles que tu as écrit tous les livres que ces personnes ici, ils ont lus quand ils étaient à l'école? Rappelle-nous un peu, monsieur l'historien, qui était l'ennemi numéro 1 de l'humanité pendant la Deuxième Guerre mondiale? Vous vous rappelez les livres que vous avez lus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit, monsieur l'historien? Qui était l'ennemi numéro 1 de l'humanité pendant la Deuxième Guerre mondiale? Hitler, les nazis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Sauf, bien sûr, tu n'es jamais d'accord avec personne, Wallenberg. Lui n'est pas d'accord. Pourquoi? Pour lui, les nazis et Hitler, c'était l'ennemi numéro 2. Qui était alors l'ennemi numéro 1 de Raoul Wallenberg? Ceux qui coopèrent. Pardon? Ceux qui coopèrent. Non? L'apathie. De nouveau? L'apathie. Non. Ceux qui ont pas d'empathie. Apathie, c'est... C'est un manque d'empathie. Oui, c'est pas ça, non? Mais non, C'est qui était l'ennemi numéro 1 de Raoul Wallenberg? C'est la famille, ses alliés. Qui? Ceux qui coopèrent. Ses alliés, bah, ceux qui devaient... Qui t'aiment
l'abandonnent. Sa famille, les gens qui ne le croient pas, les gens ceux qui l'abandonnent. Sa famille, les gens qui ne le soutiennent pas, à qui il explique. L'ennemi de Raoul Wallenberg, c'est celui qui attaque l'âme de... N'est-ce pas? Ton ennemi, c'est celui qui t'attaque, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui attaque Raoul Wallenberg? Qu'est-ce que la puissance qui l'attaque? Qui lui dit, tu n'es pas qui tu es. N'est-ce pas? Celui qui est mon ennemi, c'est lui qui me dit, toi tu es rien, toi tu es pas qui tu es, n'est-ce pas? Il essaye de me descendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la puissance qui attaque Wallenberg et par conséquent son ennemi numéro 1? Qui est l'ennemi numéro 1 de Raoul Wallenberg? La bureaucratie. Non, ce que lui, il ressent. L'ennemi numéro 1, c'est... Je regarde jusqu'à quel point on a fait un bourrage de crâne. À quel point on n'a pas compris les choses profondes. L'ennemi numéro 1 de Raoul Wallenberg, c'est que son frère sur le train pense que lui l'a abandonné. Autrement dit, si ton frère pense que toi tu vas au ciné pendant que lui il est dans le train, toi tu peux vivre avec ça? Ça veut dire le fait que lui il est abandonné, Wallenberg, c'est lui qui abandonne. Donc l'ennemi, c'est lui? Autrement dit, le fait que le juif il ressent abandonné, ça c'est son ennemi. Numéro 1. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse cette peine-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu embrasses la peine de l'abandonnement? Qu'est-ce que ça devient? En quoi tu le transformes? En haine. En haine. Non. Tu le transformes en amour. En amour puissant. Si maintenant l'ennemi numéro 1 c'est le nazi, moi je deviens impuissant. Qu'est-ce que je peux faire contre les nazis? J'ai pas d'armes, j'ai pas de trucs, je peux rien faire, n'est-ce pas? Je suis impuissant. Qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à présent? Qu'on était impuissant de sauver nos frères. Mais si mon ennemi numéro 1 c'est pas les nazis, c'est le fait que mon frère pense que moi je l'ai abandonné, alors là je suis plus impuissant, là je suis puissant, là j'ai beaucoup de force. Je peux lui montrer que... En ressentissant, qu'est-ce que mon frère ressentit, qu'est-ce que nos rabbins nous disent, Anochi Hashem, tu reçois une puissance divine. Autrement dit, en définissant l'ennemi numéro 1, tu auras la puissance de combattre contre l'ennemi numéro 2. Mais si tu ne définis pas qui est l'ennemi numéro 1, tu es impuissant de l'ennemi numéro 2. C'est clair? Et c'est avec cette puissance-là que maintenant Wallenberg va aller sauver les Juifs. Et il est important de comprendre d'où vient la puissance au niveau d'âme. Sur l'ambassadeur, il y a un enfant dehors qui n'arrête pas de pleurer. Il arrivait de le camp Kitraska et avec 2 personnes de la communauté juive. Il voudrait vous voir, le monsieur Wallenberg. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il pleure tout le temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais à Kitraska. On nous a amenés au train. On était 1200 personnes. Un vieux m'a dit de me sauver, de vous chercher. Je me suis sauvé et je suis arrivé ici maintenant. Et maintenant je pense à mon cher David, mes copains, ils sont sur le train. Aide-les, faites quelque chose s'il te plaît. Ne crains rien, ça ira. Ne me dis pas que ça ira. Je dis le train il est parti, qu'est-ce qu'ils vont faire? Danielson, on n'a pas beaucoup de temps là. Hein? De quoi tu parles, Wallenberg? Mais tu as entendu, non? Il faut ramener le train. Quoi, un jeu d'enfant? Ramener un train? Le train il est parti, on le ramène comme si c'était un jeu d'enfant. Wallenberg il est tamim. C'est un enfant qui comprend les choses d'une manière très simple. Le train il part vers la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ramener. Qu'est-ce qui est de plus évident? Il ne demande pas les questions stupides. Comment? Le comment on le sait après avoir pris la décision. Je fais retourner le train.
Après avoir décidé, maintenant je vais comprendre comment. Si je vais commencer avec le comment d'abord, j'arrive nulle part. C'est qu'est-ce qu'on appelle, on est chez nous, Naaseh Venishma. D'abord je décide, on fait. Puis on va voir comment on va le faire. Mais d'abord on décide, on doit le faire retourner le train. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Ça veut dire la puissance décide, on va sauver. Personne ne va me dire je suis incapable de sauver. Et maintenant qu'il a décidé qu'on va sauver, alors là il reçoit le chemin comment sauver. C'est clair. Danielson, écoute-moi bien. Tu connais Ortiz, n'est-ce pas? Ortiz, c'était le chef de l'endroit. Je sais, il travaille bien avec les nazis. Je sais qu'il coopère avec eux. Mais il a reçu des dépêches de Churchill. Il sait exactement où ces trains y vont. Tu vas lui dire que si ce train, il quitte l'endroit, 1200 juifs vont mourir. Ça aussi, il le sait. Mais tu l'ajoutes que si eux, ils vont mourir, lui, il devient un criminel de guerre. Moi, je fais en sorte que l'ambassadeur Suisse, El Salvador, Portugal, l'Espagne et le Vatican, tous on va l'appeler. Orti, tu es criminel de guerre. Orti, tu es criminel de guerre. Orti, tu es criminel de guerre. Orti, Ferenczi, tu arrêtes le train maintenant tout de suite sur les champs, tu le remets à Budapest. Quoi? Tu m'as entendu? On prend les larmes d'un enfant. On rend les larmes puissance. On arrête le train. On le fait revenir à Budapest. Il y avait beaucoup de larmes pendant cette période. Si on aurait su comment transformer des larmes en puissance, personne, je répète, personne n'aurait arrivé à Auschwitz. Ça, c'était le plan d'Hachem. Il n'y avait pas d'autre plan. C'était le seul plan qu'il avait. Moi, j'envoie un train à Auschwitz. Et ce chien juif, Wallenberg et ses copains, ils m'arrêtent un train. Quelle audace! Sans précédent. Eichmann, il est en rage. Dans une semaine, on envoie encore un train. Mais cette fois-ci, tu prends toute la communauté juive, tu les amènes à l'hôtel, tu les enfermes dans la chambre, tu ne laisses personne ni sortir ni rentrer. Que personne prévient ce chien juif, Wallenberg. La guerre a commencé entre Wallenberg et Eichmann. Entre-temps, Wallenberg il va essayer de trouver un peu d'aide. Il va se présenter chez le colonel Ferenczi, le commandant de la police, qui n'est pas une personne qui aime les juifs. Dis-moi, Wallenberg, qu'est-ce que tu veux maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi dans la tête? Tu quittes à Stockholm pour venir ici à Budapest, pour nous dire comment gérer nos affaires. Et pour qui, Wallenberg? Pour ces juifs pourris? Tu n'as rien à faire dans ta vie, dis-moi. Retour à Stockholm, Wallenberg. Tu as fait dit Ferenczi. Wallenberg, tu me montes sous les nerfs. Qu'est-ce que tu veux? Je veux 3 maisons à Budapest, mais des grands, au centre, là-bas. Quoi faire, Wallenberg? Tu sais très bien pourquoi faire. J'ai besoin des endroits pour accueillir mes juifs. Écoute sa terminologie. Pas comme les livres de l'histoire. Les juifs d'Hongrie, les juifs de la Pologne, les juifs de la Roumanie, les juifs de la Transjordanie. Mes juifs, mes frères. Une terminologie de puissance, de sauvetage. Pas d'abandon. Wallenberg, avant que je m'énerve, tu quittes tout de suite. Parce que si je m'énerve, c'est pas la peine que tu sois là. Écoute-moi bien, Ferenczi, hein. Je quitte cette chambre par cette porte. Je reviens par la même porte, cette fois-ci, accompagné de l'armée rouge. En quelques mois, c'est tout. Et toi, je t'amène au procès de guerre, des criminels de guerre. Wallenberg, toi, tu oses me menacer, Wallenberg? Wallenberg, tu sais quoi, Ferenczi? Je te conseille de te calmer. Tout ce que je fais, je te dessine la grande photo. C'est tout. Tu fais ce que tu veux. De qui j'ai peur? Eichmann? Wallenberg? Eichmann? Un homme, il arrive à Budapest et il met la peur au sein des personnes
qui jusqu'à hier a travaillé avec les nazis. Chez nous, dans les prières, on dit Kohanecha yilbeshu tzedek. Le Kohen, celui qui aime, il est habillé en justice. Wallenberg, c'est un bluffeur. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il fait du bluff. Mais il croit dans le bluff qu'il raconte. Il parle d'une justice qui n'existe pas à l'époque. Mais tellement il est croyant, il fait peur aux personnes qui travaillent avec les nazis. Prends-toi 3 maisons Wallenberg et c'est tout, hein, va-t'en! Doucement, Ferenzi, tu vois bien que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon copain, monsieur Kasser, de la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi? Mais imagine-toi, Ferenzi, je sors moi avec 3 maisons et lui, il va sortir les mains vides. C'est excellent. Toi, mets-toi à ta place. Mais qu'est-ce qu'il veut? Lui aussi, il veut 3 maisons, qu'est-ce que tu en penses? Les 2 personnes, ils sortent avec 6 maisons. Et Wallenberg, il aura 32 maisons à Budapest. Ouais. Et avec les Suèdes, la Suisse et le Croix-Rouge, ils auront un ghetto international avec 33 000 juifs au sein de leur ghetto sous leur protection. Avec la Croix-Rouge? Et Wallenberg, il va avoir 400 juifs qui va demander qu'ils travaillent pour lui, pour l'aider dans des actes de sauvetage. Je vous ai choisi. Vous avez de l'honnêteté, vous avez de la miséricorde, vous avez de l'initiative. Et je vous ai organisé que vous ne devez pas vous aller avec l'étoile jaune. Pas pour aller au café ou au ciné, mais pour aller aider vos frères. Il faut que vous les aidiez, puisque les nazis nous haïssent. Va voir qui a faim, amène-le ici. On fera ici un endroit où il peut manger. Va voir qui est malade. On la fera un autre hôpital ici à Bouddha, un autre peste. Va voir qui est orphelin. On va s'en occuper. Une femme m'a dit, j'avais 13 ans à l'époque. J'étais avec ma petite sœur qui avait 8 ans. On était dans la prison du Gestapo. Un jour, il est rentré là-dedans. Il nous a vus, on était 13 enfants. Ce sont mes enfants, ceux-là, il a dit. Et il nous a pris. Avec une puissance que je ne sais pas d'où ça vient. Dans la Torah, il y a écrit Vayigdal Ayeled. Le prochain verset Vayigdal Moshe, Vayetse Elechav, Veyar Besevlotam. Pourquoi 2 fois Vayigdal demande nos rabbins? La première fois, il a grandi. La deuxième fois, il est sorti voir ses frères qui étaient en souffrance. La deuxième fois, quand il est allé voir ses frères en souffrance, il était habillé en grandeur. Je promène un homme à Budapest qui est habillé en grandeur. Ou comme lui le dit lui-même, je me sens moralement plus fort que je peux exiger qu'est-ce que j'ai envie. Dans ces mots à lui. Et puis il reçoit une petite note. Ah, Wallenberg, je suis content de te dire là, hein, qu'à ce moment-là, le train, il a traversé la frontière. Et vous ne pouvez rien faire pour les sauver. Signé Adolf Eichmann. Wallenberg, il va lire la lettre. Il va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il va pleurer, mais il va jurer. Je ferai tout maintenant contre toi, Eichmann. Avec d'autres, ils organisent la pression internationale sur Horthy de couper tous les liens avec Eichmann et avec les nazis. Octobre 1944, Horthy annonce sur la radio la coupure des relations avec les nazis. Tout le monde est content. Mais 2 heures plus tard, un général nazi rentre dans le bureau d'Horthy. Ah, Horthy, dis-moi, tu as vu ton fils dernièrement? Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Mais qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Calme-toi, Horthy, il est en bonne main. Mais tu sais, il est sorti du palais et il a rencontré quelques de nos amis. Ils étaient là-bas dans une embuscade et ils l'ont pris dans un endroit intéressant. Donc si tu ne veux pas qu'il reçoive une balle dans la tête, tu vas démissionner tout de suite et tu vas rendre ta place aux croix fléchées, les nazis hongrois. En 6 heures, les nazis hongrois ils sont au pouvoir. Les nazis hongrois avec les nazis allemands. Wallenberg reçoit des avertissements clairs. Retourne à Stockholm, Wallenberg. Sinon, tu es un homme mort. Il répond aux menaces. Je ne retournerai pas à Stockholm tant que je n'ai pas sauvé les derniers juifs. Raoul, qu'est-ce qui se passe? 31 maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris tout le monde, Raoul, mais tout le monde. Où? Je pense au Danube, à la rivière. Tu n'arriveras pas à temps. Raoul, il court au Danube. Et là-bas, quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le bord du Danube
des chaussures, plein de chaussures, que les Juifs ils ont laissé au bord de la Danube avant qu'ils aient reçu la balle sur la tête et ils sont descendus dedans. Si vous allez à la Danube aujourd'hui, vous allez voir un monument de chaussures. Une femme qui a vu Wallenberg arriver, quand il a compris qu'il était trop tard, je l'ai vu pleurer quand je n'ai jamais vu un homme pleurer. Il avait laissé toute son âme là-bas. Des armes et des larmes de puissance. 2 jours plus tard. Raoul, ça revient le même histoire. Oui, maintenant 35. Regarde Raoul, qu'est-ce qu'ils font cette fois-ci? Ils prennent toutes les femmes et ils laissent les enfants. Oui, il y a des scènes terribles ici, Raoul. Terribles. Maman, ne parle pas, maman. S'il te plaît, maman. Tommy, faites attention, maman. Tommy, il reste pleurer. Maman, elle part. 3 heures plus tard, elle revient avec toutes les autres femmes. Mais maman, c'est toi? Mais tu es vivant? Maman, c'était un miracle, Tommy. J'étais sur le bord de la Danube. Les nazis, ils ont chargé les armes. Je me voyais déjà tomber dans l'eau froide. Et là, il est arrivé. De nulle part. Il les a criés dessus. Mais comment vous osez prendre les Juifs? Bouge-toi, sinon on va te tuer toi aussi. Tu sais quoi, je vais faire plainte devant tous vous, vis-à-vis vos officiers. Et là, ils se commencent à se disputer les uns les autres. Mais viens, on le tue, qui est celui-là qui nous menace? Non, non, c'est un diplomate, il a des contacts. Non, viens, on le tue, il nous cite nos officiers, quoi, nos officiers vont nous écouter. Et lui, il n'écoute pas leur dispute. Il nous amène, sans demander permission. Mais qui, maman? Un ange, Wallenberg. Un homme m'a raconté, il habite Jérusalem. J'avais 5 ans à l'époque. Ma mère m'a amené au Danube avec 700 Juifs. Sur le bord de la Danube, elle a mis ses mains sur mes yeux, afin que je ne vois pas les nazis qui nous tirent dessus. Et puis elle m'a raconté qu'un homme est arrivé. Il a pris le commandant nazi à part, lui a donné beaucoup d'argent. Et simplement, il nous a tous ramenés, tous les 700 Juifs, à sa maison. Et moi, je vis grâce à lui, jusqu'à aujourd'hui. Mais Wallenberg, il savait bien que s'il voulait sauver beaucoup de Juifs, il avait besoin d'aide. Mais qui peut l'aider? Des nazis avec des nazis. Wallenberg, qui avait un amour sans fin, vous savez qu'il y a toujours un chemin. Il envoie des petites lettres à des différents chefs de la police et des autres organismes qui travaillaient avec les nazis. Mais vous êtes allé avec le mauvais esprit. C'est pas vous. Vous êtes allé comme ça, avec le vent. Mais reviens. Sauve votre humanité. Aide-moi à sauver les Juifs. Il écrit au CIA, il dit que les personnes qui m'aident à sauver les Juifs, ils vont être compensés. De la même manière qu'on dit que ceux qui travaillent avec les nazis vont être punis, il faut dire le contraire. Il doit y avoir parmi eux quelques-uns qui ont quelque chose de bon dans le cœur, je suis certain de cela. Et puis le soir, quelqu'un qui tape sur sa porte. Raoul Wallenberg, je m'appelle Paul Salai. Je suis commandant dans la police et je suis ta note. Wallenberg, je t'estime. La vérité, je t'admire. Je suis venu là avec un cadeau pour toi. J'ai 100 policiers qui sont sur mes ordres. Maintenant, ils sont sur tes ordres. Tu peux t'en servir d'eux pour protéger tes maisons. Et de plus, je te ferai savoir exactement quels sont les plans d'Adolf Eichmann. J'ai des contacts dans les endroits les plus hauts. Wallenberg l'embrasse. Je t'amènerai voir le roi de Suède après la guerre. Il va te remercier personnellement. Wallenberg devient ami avec quelqu'un qui jusqu'à hier, il ne connaissait même pas. Mais Wallenberg... Allô? Oui, c'est le 22 maintenant. Oui, maintenant venez, vous les policiers avec moi. Devant la maison, il menace les nazis de s'en aller. Sinon, il y aura une tir de feu l'un contre l'autre. Et il a plus de policiers qu'eux, ils ont des forces. Et il réussit à sauver encore la maison. Mais Wallenberg savait, si lui voulait vraiment sauver des milliers et des dizaines de milliers de Juifs, il avait besoin de la coopération du gouvernement hongrois nazi. Mais comment un homme peut penser, d'une manière logique, que le gouvernement hongrois nazi va aider Raoul Wallenberg? Mais Raoul Wallenberg, il ne pense pas logiquement. Il pense avec le cœur.
et il tape sur la porte de la baronesse Elizabeth Kemeny, la femme du ministre d'Affaires étrangères hongrois, nazi, le baron Gabor Kemeny. Raoul Wallenberg, j'ai entendu parler de toi, du cardinal. Il m'a dit que tu sauvais des juifs. Wallenberg, chapeau, je t'admire. Vraiment, je t'admire. Il savait qu'elle avait un côté humaniste. Je peux parler avec toi? Sur un café, il lui raconte exactement qu'est-ce qui se passe aux juifs quand il descend le train. Ah, mais c'est terrible tout ça. Mais mon mari, il n'a rien à voir avec tout ça, hein. C'est un porte-parole, c'est tout ce qu'il fait, c'est parle. Votre mari, c'est le ministre des Affaires étrangères. Des croix fléchées, les nazis hongrois. Il est accompli ça, tout ça. Moi, je ne viens pas vous menacer. Moi, je viens vous demander de l'aide. J'ai besoin de l'aide de votre mari. Aujourd'hui, il y a un conseil du gouvernement. Après le conseil du gouvernement, je vais ouvrir la radio. Je vais écouter votre mari qui monte sur la radio et il dit des nouvelles ordres aux unités militaires. 1. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les ghettos internationaux. C'est hors limite pour eux. 2. Ils n'ont pas le droit de toucher les juifs qui ont les accords des gouvernements neutres. La Suède, la Suisse, le Croix-Rouge et d'autres. Il doit dire des nouvelles ordres claires et nettes. Raoul, je ferai tout ce qu'il faut. Mais tout. Le même jour. Gabor, je m'en fous. Ce jour-là, tu montes la radio et tu dis exactement qu'est-ce que Wallenberg il a dit. Tu comprends pas encore? Même l'Hongrois. Et doit avoir la semblance de penser que la vie humaine est chère. Le nuit même, Gabor Kemeny va monter la radio et il va donner les nouvelles ordres. Raoul Wallenberg sera en contact direct avec lui pour sauver des juifs dans des différentes situations très dures à la suite de cette discussion. Mais le nuit même, il va revenir avec une mauvaise nouvelle. Elisabeth, c'est vrai que j'ai annoncé ça à la radio, mais les choses ne sont pas du tout simples. Eichmann, il est fou de rage. Il a juré de tuer ton copain, qu'il appelle le chien juif Wallenberg. Mais encore beaucoup pire que ça. Il va prendre les juifs 200 km à la frontière autrichienne, à pied. Ça sera une marche des morts. Je dois l'avertir. Raoul, quoi, tu es au courant? Mais Raoul, toi tu vas aller à la marche des morts. Et tu sais, c'est dangereux, ils vont te tuer. Ne crains rien. On me protège d'en haut. Que Dieu soit avec toi, Raoul. Comme ça, il répondait Raoul. On me protège d'en haut. Une jeune fille, Myriam, raconte. J'avais 17 ans à l'époque. Et je me rappelle bien de ce jour-là, le plus noir de ma vie. J'ai marché dans la marche à la frontière autrichienne. Les nazis nous prenaient et chaque fois qu'un homme âgé tombait, il recevait dans la tête un coup avec le bateau, avec la fusil. Après quelques coups pareils, les vieux, on les laissait mourir sur le côté de la route. La nuit, on est arrivé à l'usine des briques. Je me suis allongé sur la parterre et j'ai demandé une chose, de ne plus me réveiller à un jour comme ça. Cela veut dire de ne plus vivre ce cauchemar. Je ne voulais plus vivre. Et les jours arrivent et j'entends des cris. Mais va-t'en d'ici, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Raoul Wallenberg et je suis envoyé de la royaume suédois. Et vous avez kidnappé mes enfants. Vous avez kidnappé mes enfants. Vous savez quelle puissance ça donne à un homme ou une femme qui dit vous avez kidnappé mes enfants. Il arrive chez moi, se baisse et il me tape la tête. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Myriam. Il marque mon nom dans son livre. Myriam, c'est terminé. Le cauchemar est terminé. Je suis venu te sauver. Je te promets, je reviens avec un accord et je te ramène avec moi. Tu ne resteras plus ici.
Je te promets, tu peux compter sur moi, c'est terminé. Le cauchemar est terminé. Moi, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas comprendre comment un homme bien habillé, il vient me voir à moi, que j'étais comme un morceau de bétail, j'étais à rien. Et lui pensait à moi. Suzanne raconte, quand il est arrivé chez nous, il a crié, je veux sauver tous les juifs, tous les jeunes enfants ici. Tous ceux qui ont des accords de la Suède, de la Suisse, qui viennent avec moi. Un groupe d'enfants se sont levés, sont allés avec lui. Moi, je suis resté sur place. Je n'avais pas d'accord. Puis il me regarde. Et toi? Je lui ai fait signe que j'avais pas d'accord. Ça veut dire quoi que tu n'es pas d'accord? Mais tu l'as perdu en chemin ici, c'est tout, dans le terrible chemin. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leurs accords entre chemin ici. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont perdu leurs accords en chemin. Et les personnes, ils commencent à comprendre. Et tout d'un coup, des personnes, ils se rappellent qu'eux aussi, ils ont perdu leurs accords. Cet homme, il ne m'a pas simplement sauvé ma vie. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Il m'a donné le sentiment que j'étais un être humain. Et que je méritais de vivre. Judith raconte, moi je suis arrivé au train. J'ai mis mon pied sur le train, un homme que je ne connaissais pas, il m'a pris ma main et il m'a crié dessus, dans une Allemagne, dans un allemand très autoritaire. Pourquoi tu montes le train? Moi je te donnais l'accord. Jamais je l'ai vu de ma vie. Puis il a continué à crier. Donne-moi ton accord qui est dans ta poche. Moi je savais très bien que j'avais aucun accord dans ma poche. Et il a crié de nouveau. Mais donne-moi l'accord déjà. J'ai mis ma main dans la poche et je lui ai sorti un carnet de bus. Voilà, tu vois pas que tu as ton accord? Pourquoi tu as peur? Viens, Père, prends-le, elle va aller avec nous. Et moi je vais avec son ami Pierre. Et je regarde derrière cet homme-là qui vient pour nous sauver ma vie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois l'image la plus émouvante que je ne pourrais jamais voir. Je vois cet homme lui-même. Il monte le train. Il rentre dans le train. Et il commence à crier. J'ai des accords pour ces personnes-là. Et il commence à crier des noms. Cohen, Tuc, ces personnes avaient pris les noms. Il avait amené avec lui des accords. Allez, tu sors, oui, tu sors, tu sors. Viens, aide-le. Tu sors toi aussi. Tu as perdu, c'est pas grave. Tu sors. Ouvre la porte derrière. Et les nazis, après une période, il le sort du train. Un homme qui nous a imaginé notre douleur, notre peine, notre sentiment d'abandonnement. Il a imaginé qu'il peut sauver. Il a fait des sauts au marché des morts et chaque fois il a sauvé quelques centaines de personnes. En tout, il a sorti 2000 personnes de la marche des morts et il les a ramenées à ses maisons à Budapest. Ah ben, je te cherche partout, mais où tu es? Je cours, à droite, à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Là j'ai des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Eichmann, mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il a compris qu'il n'a pas le temps pour massacrer tous les juifs. Il veut un force de 700 nazis qui vont rentrer dans les camps, dans les ghettos, et ils vont massacrer tous dans un coup. Comment on va l'arrêter? Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que les Russes, ils arrivent à Budapest, il sait qu'il n'a pas le temps. Quelle histoire là. Comment il va arrêter Eichmann? Il ne sait pas. Mais il doit l'arrêter. Et il sait qu'il va l'arrêter. Il sait qu'il va l'arrêter. Raoul Wallenberg invite Adolf Eichmann pour un repas du soir. Eichmann arrive par curiosité. Wallenberg, il va tout en. Ah Wallenberg, dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait en Palestine en 1936? Tu sais que moi aussi j'étais là-bas en 1936. En 1936, Eichmann lui-même, il était en Palestine. À l'époque, il était responsable de l'émigration de la Reich nazie. Et il est venu en Palestine pour voir les options. Moi je crois que les juifs ont le droit à l'État, non? Qu'est-ce que tu en penses, Eichmann? Ouais, tu me fais rigoler là, hein, Wallenberg? C'est très bien quel État on les a préparés à Auschwitz. C'est la vérité, Eichmann, je pense plus que c'est le temps de rigoler, hein. Viens voir. Tu regardes qu'est-ce que je viens voir de la fenêtre? Tu vois bien les... Tu viens voir le feu là-bas? Ben, je te présente Adolf Eichmann. Avec la bénédiction de l'armée rouge.
Marshal Malinowski, commandant de l'unité ukrainienne numéro 1, il va rentrer à Bouddha. Son copain, Marshal Aboulkin, il va rentrer à Pest. C'est la fin. Hitler, les nazis, de tout cela qui pense à la haine jusqu'aux dernières minutes. C'est quoi? C'est la fin d'Adolf Eichmann. Qu'est-ce que tu vas gagner de tuer encore 100 000 juifs à Budapest? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas gagner en cela? Wallenberg. Tu pourrais jouer dans le théâtre, tu sais. Mais ça va pas t'aider, Wallenberg. 70 000 dans les ghettos centrales, 33 000 dans ton ghetto, 5 000 orphelins que tu aimes tellement, tous les massacres jusqu'au dernier, Wallenberg, jusqu'au dernier. Et Wallenberg, autre chose. N'aie pas d'illusion. Toi et moi, on n'est pas copains. Même un diplomate suédois comme toi, il pourrait être bien impliqué dans un accident de voiture diplomatique, bien sûr, que je pourrais bien vous organiser. Alors fais attention la prochaine fois que tu es dans la voiture, Wallenberg. Et merci pour une soirée agréable, Wallenberg. Allez, Claire. Wallenberg, il fait tout. Il envoie des dépêches à droite, à gauche. Le lendemain, un camion de l'SS, il rentre dans sa voiture et parmi là, il est sauvé. Wallenberg, qui te protège. Mais je vous ai dit, on me protège d'en haut. Wallenberg, c'est plus le temps de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a des assassins qui vont venir vous massacrer, vous tuer, c'est certain. Vous devez vous cacher. J'ai organisé un endroit dans un coffre d'un banque pour toi. Wallenberg, il est dans le coffre du banque. Là, il y a quelques autres juifs qui se cachent là-bas aussi. Il dit, tu n'as jamais vu un trésor pareil dans un coffre d'un banque? Au moment que tu vas dans un coffre d'un banque, de l'or, de l'argent, là vous voyez des juifs vivants. Ça, c'est un véritable trésor. C'est dommage qu'après la guerre, on n'aura pas pu prendre cette phrase de Wallenberg. Quand au lieu de travailler avec l'Allemagne pour recevoir de l'argent pour les juifs qui ont été massacrés, on aurait utilisé cet argent pour sauver Wallenberg, ou on aurait au moins fait pression pour sauver Wallenberg. Mais ça n'a pas été le cas. Le lendemain, Wallenberg reçoit par le salaire. Raoul, c'est grave. Il y a 700 nazis qui vont aller à l'hôtel maintenant. Ils attendent le général Schmidthofer, le général nazi, qui va leur donner l'ordre de faire le pogrom, de massacrer les juifs dans les ghettos. Je viens avec toi chez Schmidthofer. Wallenberg, tu sors d'ici, tu es mort. Les personnes sont dehors avec ton photo et tout. On te cherche partout. Tu n'as aucune chance d'arriver chez lui. Il n'y aura pas de massacre, je te dis. Il n'y aura pas de massacre. Alors Wallenberg, il prend un feuille et un stylo. Et avec une énergie extraordinaire, il écrit une lettre. Monsieur le général Schmidthofer, je m'appelle Raoul Wallenberg, envoyé du royaume suédois. Je vous promets que mes photographes, ils vont tout photographier, tout le massacre. Et moi je vous promets, je vous jure, que je ne mettrai pas ma tête sur un oreiller tant que je ne vous ai pas amené à la justice. Et personnellement, je vous accompagnerai à la potence si vous faites cet acte. Je vous jure. Signé Raoul Wallenberg. Tu lui donnes ça à Schmidthofer en main propre. Et tu me fais savoir. Schmidthofer reçoit la lettre. De qui j'ai peur? Hitler? Wallenberg? Hitler? Franz, appelle-moi tout. Il n'y a pas de massacre aujourd'hui. J'annule l'autre. Mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Wallenberg, tu as sauvé tellement de personnes. Reste avec nous ici. Ne va nulle part. Tout le monde veut te tuer dehors. Mais tu connais la situation dehors. Il y a la famine. Il n'y a pas quoi manger. Si j'arrive à l'armée russe, peut-être je pourrais acheter un peu de provisoire, un peu de provisions. Je vais aller avec Longfelder, le chauffeur. On va tenter. Mais Wallenberg, ne crains rien. On me protège d'en haut. Wallenberg arrive à l'armée russe. Et là, on lui traite mal. Tellement mal qu'il se demande la question, est-ce que je suis un invité ou je suis un prisonnier? Wallenberg sera amené à Moscou. Et là-bas, il va être jeté à l'endroit le plus dangereux de Moscou, Lubyanka. Là-bas, on torture les personnes. Tu vas pourrir ici, Wallenberg. Je vais voir l'ambassadeur suédois. Tu es un espion américain. Et ici, tu vas pourrir. Et là, c'est lui. Wallenberg, il est. Un homme lui demande la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour arriver ici, alors?
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Raoul Wallenberg. Alors, quel est l'acte que tu as fait pour venir ici? J'étais dans un acte humanitaire pour sauver des Juifs à Budapest. Et voilà les Russes, ils m'ont arrêté comme si j'étais un espion américain. Quoi? Ça, j'ai jamais entendu de ma vie. Sauver des Juifs à Budapest, acte humanitaire? Tu sais avec qui tu as le plaisir de partager ce salut? Je m'appelle le capitaine Gustav Richter de l'SS en Roumanie. Le bras droit d'Adolf Eichmann. Et voilà, on est ensemble ici dans le cellule. Dis-moi Wallenberg, ça valait la peine de sauver tes Juifs? C'est un pauvre type Wallenberg. C'est Tamim, c'est pauvre type. Wallenberg va dormir, sauver des Juifs. Alors là, j'ai tout entendu. Et Wallenberg, il va pourrir dans la prison. Et en 1947, 2 ans plus tard, les Russes, ils vont rassembler toutes les personnes qui ont vu vivant Raoul Wallenberg. Et ils vont leur dire de ne pas dévoiler que vous avez vu un homme qui s'appelle Raoul Wallenberg. Et Raoul Wallenberg, on va le mettre en solitude. Et en 1947, en été, il va être amené à une autre enquête. Dis-moi Wallenberg, on veut comprendre quelque chose. Comment se fait-il que seulement ta mère, elle est en train de manifester devant l'ambassade russe à Stockholm? Où sont les Juifs, Wallenberg, hein? Alors, qui va retourner aux cellules qu'il pourrit là-bas. Et Wallenberg, il retourne aux cellules, seul. Il n'a pas avec qui parler. Quand il est seul dans les cellules en Russie, on essaye de parler par le moyen des tuyaux. A, B, C. Et il raconte son histoire en tapant sur les tuyaux. Et quelqu'un dans la cellule pas loin, il écoute. Et il comprend le message. Après quelques minutes, il reçoit la réponse. Tu n'as pas compris encore? Jusqu'à présent, tu n'as pas compris. On t'a abandonné, Wallenberg. On t'a abandonné. Personne n'a pris son sentiment d'abandon et l'a transformé en puissance. Sauf sa mère. Sa mère a pleuré. Aux Suédois, ferme le téléphone. Aux Américains, ferme le téléphone. À Israël et le peuple juif, ferme le téléphone. Pendant 34 ans, elle a écrit un journal comment on lui ferme le téléphone partout. Comment les Suédois lui ont dit, quoi, pour ton fils une guerre? Jamais de la vie. Comment les Américains qui ont reçu ces lettres ont dit, même pas répondre. Et comme Israël, tout ce qu'elle était prête à faire, c'est lui donner une médaille. Elle a refusé de recevoir la médaille. Jusqu'aujourd'hui, les médailles se trouvent à Yad Vashem. Vous ne voulez rien faire pour mon fils, parce qu'il n'était pas juif. C'est pas gentil de votre part. Et après 34 ans, elle a terminé son journal avec 2 mots terribles, en anglais. Brick wall, un mur de pierre. Et puis, le cœur brisé, elle s'est suicidée. Quand moi j'ai entendu cette histoire, je n'ai pas pu croire que c'était vrai. Après une période, après avoir tous les livres, j'ai téléphoné à professeur von Dardel en Suisse. Professeur von Dardel, c'était le petit frère de Raoul Wallenberg, le petit demi-frère. Sa mère s'est remariée et elle avait un petit frère et une petite sœur. À l'époque, il était plus petit, c'est plus de 80 ans. Et je lui demande, qu'est-ce qui se passe pour la recherche pour ton frère, Raoul Wallenberg? Il me répond, je voyage 2 fois par an en Russie pour le chercher dans les prisons. Je suis convaincu qu'il est vivant. J'ai reçu tellement des messages des personnes qui l'ont vu vivant des années 50, 60 et 70. Mais personne ne veut m'aider. Les Suèdes ne veulent rien savoir. Les Américains non plus. Et non plus les peuples juifs et Israël. C'est pas possible.
Je l'ai amené en Israël et j'ai écrit une lettre à 110 Chavrei Knesset, membres du Parlement israélien, tous les membres du Parlement juif. Et je les ai suppliés de rencontrer le professeur Van Dardel pour l'aider dans son acte. Personne n'avait le temps. Je me suis disputé avec le chef du bureau du Premier ministre dans les débuts des années 90. Non plus, il n'avait pas le temps. Et puis la télévision israélienne m'a appelé. Il dit amène-le au studio. Je l'ai amené à la télévision israélienne. Et là-bas, on l'a interviewé. Je pensais que peut-être d'ici, il y aura un cri qui sort. Mais à la place, c'était encore plus grave. L'intervieweur s'est moqué de lui. Mais tu es vieux, toi, c'est tout, hein? Tu penses qu'il est vivant, mais il n'est pas vivant. Il est mort en 47. Les Russes l'ont dit. Oui, mais les Russes n'ont pas de preuves. On a vu vivant après 47 plusieurs fois. Non, tu es vieux, toi, c'est tout. Vers l'aéroport, il y avait la silence. Sa silence à lui, c'était le désespoir. Le mien, c'était la honte. 3 ans plus tard, sa fille est venue en Israël. Demain, j'ai un entretien avec le ministre de la Justice, elle me dit. Moi, je savais que le ministre de la Justice, il était autrefois intervieweur à la télévision. J'ai téléphoné toute la journée pour dire à la secrétaire de lui dire de ne pas parler avec la fille comme il a parlé avec le père. Elle sort de la rencontre, moi j'étais dehors avec quelque chose qui disait oui, et Raoul Wallenberg. Elle me dit, je suis appelé à Eli. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a dit que ce n'était pas dans l'intérêt de l'État d'Israël d'aider mon oncle. Ou faire quoi que ce soit. J'ai juré ce jour-là qu'un jour viendra, que 100 000 personnes viendront à la Knesset pour exiger une loi au sujet de Raoul Wallenberg. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas tenu ma promesse. Je suis allé voir le ministre Sharansky. Ça a pris quelques pouces, un bon temps. On est allé voir ensemble le chef de la Knesset, M. Rivlin. Rivlin m'a dit, on ne peut rien faire à la Knesset. Je lui ai demandé pourquoi. Parce que moi, je connais qu'est-ce qu'il a fait Wallenberg pour le peuple juif. Mais sur 120 personnes à la Knesset, peut-être il y a 7 ou 8 que le connaissent. Je ferai quelque chose à la Knesset, personne viendra, ça serait un fiasco. Malgré, qu'est-ce que la réponse? Rivlin en a fait pression. Malgré l'opposition même de Yad Vashem, il y a eu 400 personnes qui ont été sauvées par Wallenberg tout autour. Mais au sein de la Knesset, dans le plénum, il n'y avait que 8 membres de la Knesset. Rivlin, il avait raison. Parmi eux, il y avait une personne qui a pris le microphone. C'était le ministre de la Justice. Et lui, il s'est rappelé. Pas qu'il était autrefois intervieweur à la télévision. Il se rappelait où il était à l'âge de 13 ans. Tommy, fais attention à toi, Tommy. Maman, ne parle pas, Tommy. Il se rappelle comment il a pris sa mère au Danube et comment Wallenberg est allé sauver sa mère et lui-même. Et là, il a dit devant le Knesset, il nous a sauvés. Nous ne l'avons pas sauvé. On était occupé des chauds problèmes de jour au jour. Et on l'a oublié. J'ai écrit une pièce de théâtre sur Raoul Wallenberg et à la fin je ne savais pas comment le terminer. J'ai terminé avec une image pas réaliste, imaginaire. Un homme habillé comme s'il sortait du Tanakh. Il vient dans le cellule de Raoul Wallenberg. Il le voit allongé sur son lit. Il l'embrasse et en pleurant il crie vers les cieux. Ze poalo, ze scharo, ça c'est son œuvre et ça c'est sa récompense. Un voix crie des cieux, ils disent, mais qui c'est qui crie? C'est moi Yitro, le beau-père de Moïse. Tout ce que j'ai fait c'est de m'opposer au fait que Paro il tue les Juifs, un parachute dans la Torah sur mon nom. Ma parole, les 10 commandements. Même la fille de Paro, elle s'appelle Batia sur votre nom. Et voilà un homme, il sauve 100 000 de vos enfants et il pourrit dans une prison. Mais c'est une injustice qui crie aux cieux. Puis une voix, il sort et dit, vous avez raison. L'injustice, il a crié aux cieux. Il a bouleversé tous les cieux. Mais il n'a pas bouleversé sur terre. Va raconter qui c'était Raoul Wallenberg. Et alors là, non, j'ai compris.
Avinu Shebashamayim sur Israël Vegoalo. Notre maître, rocher d'Israël, et son sauveur. Barech et Raoul Wallenberg, béni Raoul Wallenberg. Nishmato Barak el Apid Esh Beolam Chashou. Son âme, il a brûlé comme une torche pleine de feu dans un monde obscur. Va'anachnu maftichim, la sette est à la pitch de Raoul Wallenberg, et nous on promet de prendre le torche de Raoul Wallenberg, velimsor oto liyaldenu velenichtenu, et le donner à nos enfants et nos petits-enfants. Venida, shezikinu otam belev chadash, on sait qu'on leur a donné un nouveau cœur. Lève Bassar, un cœur de chair, un nouveau esprit, un cœur sensible. Lève Tov, un bon cœur. Merci beaucoup. Il y a des questions? Donc, Pardon, pourquoi Adolf Eichmann il l'a pas tué tout de suite? Ouais, c'est des diplomates. Allenberg, c'était un diplomate qui se montrait avec une puissance. Eichmann, à une époque, voulait le tuer, mais d'une manière diplomatique. Ça n'a pas marché. En décembre 1944, et en plus, il s'est enfoui en Eichmann de Budapest. Mais tu as raison, il aurait pu le tuer. On a demandé cette question à Wallenberg plusieurs fois. Comment ça fait qu'on ne l'a pas tué? C'est comme s'il se sentait protégé. Et il était protégé. Sauf que quand c'était le temps à nous à le de l'aider, protéger, il n'a pas été. là on n'a pas fait notre travail. Autre question? Donc il est mort en prison. Oui, on ne sait même pas comment. Jusqu'aujourd'hui, la famille demande qu'Israël fasse une enquête là-dessus avec la Russie. Et Israël refuse. Moi j'étais dans des entretiens avec la famille et avec le président de l'époque Katsav et le premier ministre Sharon. J'étais là quand ils ont pleuré. Quand je dis pleurer, avec les larmes. Pour que Israël fasse quelque chose à cet égard-là, ils ont parlé avec le premier ministre Sharon et le président Katsav 2 semaines avant que Poutine devait arriver en Israël, le président de la Russie. Mais ça n'a rien donné. Autrement dit que le problème n'a pas été soulevé même. Peut-être 2 derniers mots. Cette fois-ci, je vais parler dans votre nom. À toi, Raoul. Il y a ici des filles qui ont entendu votre histoire pour la première fois. Et je le sens qu'ils veulent vous dire 2 mots. 1. Slicha. On s'excuse quand on vous a abandonné. On vous a abandonné quand vous étiez vivant. Mais maintenant, je pense qu'on ne va pas vous abandonner votre héritage. Et deuxièmement, merci. Pas simplement merci pour ce que tu as fait à Budapest, mais merci pour... Vous avez nous montré que l'amour gratuit est possible. Et pour qu'est-ce que vous avez donné, nous a donné, toi et ta mère, comme cadeau. Merci Raoul Wallenberg. Merci à vous. Merci.